C'est l'heure des partis pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international. Merci à vous deux. Prenez votre temps pour partir. On va démarrer, mais vous pouvez prendre votre temps. Prenez place, François, Ruth et Abnous. C'est vous qui commencez, Ruth, et vous revenez d'une certaine manière sur cette tempête politique autour de la mort de ce militant de Quentin. Et vous dites à ceux qui défendent encore LFI, donc vous voulez vous adresser à eux, qu'avez-vous à leur dire ? Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a évoqué les liens nourris, constants entre LFI et le mouvement de la Jeune Garde, mis en cause, en tout cas, par les politiques dans la mort du jeune Quentin. Mais ce qui me stupéfie, c'est le déni devant cette réalité et même une forme de complaisance de la part de personnalités assez différentes. Commençons par Sandrine Rousseau ce matin sur France Info. Dans les moments de bascule comme ça vers l'extrême droite dans les pays, les militants de gauche sont souvent accusés de tous les maux et mais je vous le dis, on exonère aussi trop facilement les responsabilités d'en face. Et donc je le dis, moi j'attends, je suis prudente, je serai sans complaisance. Je vais vous le dire, voilà, je serai sans complaisance. Voilà, donc elle sera sans complaisance, mais elle attend. Alors que dans d'autres situations, on se souvient qu'elle avait beaucoup moins attendu la décision de la justice. Et puis, elle a répété que le militant antifasciste était indispensable à la situation actuelle et que LFI était victime d'une cabale incroyable. D'autres situations, vous voulez dire quand c'est l'extrême droite qui est à l'origine des violences. Quand il s'agit de l'affaire Julien Bayou pour en parler, elle avait été beaucoup moins prudente sur la partie judiciaire de l'affaire. C'est évident que quand on est élu écologiste, on attend beaucoup des électeurs à LFI et ceci explique cela. Mais si l'extrême droite avait fait élire un chef de groupe violent comme Raphaël Arnaud, condamné à 4 mois de prison et ancien chef de la Jeune Garde, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on n'aurait pas protesté ? C'est en tout cas une question, et surtout ce qui m'a frappé, c'est la manière tout de suite de remettre la responsabilité sur le camp d'en face d'abord. Plus prévisible, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui elle aussi soutient le parti de Jean-Luc Mélenchon. La diabolisation de LFI franchit un nouveau cap. Ce ne sont pas les va-t-en-guerre, c'est pas Netanyahou, c'est pas l'ultra-droite qui sont violents, ce serait LFI. Cabale écœurante, insupportable, le but est de faire taire ceux qui contestent, c'est un boulevard à l'extrême droite. Donc soutien affiché, je vous le disais, la campagne bat son plein, et donc les voix de l'extrême gauche sont tout à fait précieuses. Peu surprenant non plus, mais seuls les plus experts connaissent les véritables liens qui unissent certains militants et élus des deux mouvances, le soutien d'Alain Soral. Officiel. Ceux qui diabolisent LFI aujourd'hui sont les mêmes qui diabolisaient le FN hier. Posez-vous la question, pourquoi ? Donc Alain Soral, il faut rappeler en 2 mots... Il est défini par son antisémitisme. Mais finalement, le plus étonnant, c'est ce soutien souriant d'un homme généralement sérieux au micro de Darius Rochebin hier soir. Je veux parler de Michel-Idor Leclerc. Jean-Luc Mélenchon, il peut être une grande gueule, mais il est une grande gueule. Mais c'est pas un violent. C'est pas vrai. C'est un type hypersensible. Voilà, il a besoin pour s'exprimer de se radicaliser, pour exister, pour passer dans les médias, mais on peut pas lui attribuer l'origine de ça. C'est pas vrai. Alors, on ne peut pas lui attribuer les actes, évidemment, on en a suffisamment parlé. La violence fait partie, dans les mots du personnage de Jean-Luc Mélenchon. Mais apparemment, Michel-Édouard Leclerc, qui a été souvent invité au Cercle à Boétie, qui est un cercle de réflexion animé par Jean-Luc Mélenchon, a succombé au charme du leader Maximo. Et c'est vrai que sa position de grand distributeur low cost fait qu'il s'adresse à tous les publics et à tous les Français. Et donc, voilà, en tout cas, c'est intéressant et c'est à noter. Aucune analyse pourtant de la part d'un homme, je le disais, est très intelligent, du fait qu'on alimente le climat de tension par les mots et il s'agit pas encore une fois de nier la violence de l'extrême droite ou de la part des organisations de nervis. Regardez par exemple sur cette photo du rassemblement d'hier soir de l'extrême droite en hommage au jeune Quentin, Philippe Vardon du bloc identitaire, partisan de la violence, proche de Marion Maréchal et qui a été condamné à 6 mois de prison. Donc on l'a dit, on le dit et il faut le dire, c'est tout à fait normal.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont oublié que l'extrême gauche semait aussi la violence dans l'histoire. Action directe, les brigades rouges, les anarchistes des années 1880-1900. Les exemples ne manquent pas. Il y en a un qui l'a pas oublié, Raphaël Glucksmann, qui a tiré tout de suite la conclusion. LFI brutalise le débat public, pas d'alliance avec LFI. Personne au Parti socialiste n'a été aussi clair sur pas d'alliance avec LFI, en tout cas à cette heure-ci. Mais je voudrais reprendre juste la petite phrase de Thomas Legrand dans Libération. S'acharner sur un homme à terre, si c'est prouvé par l'enquête, ce n'est pas Antifa, c'est FA. C'est notre confrère Thomas Legrand qui l'a dit. On a envie d'entendre tous les autres le dire. Bon, d'un mot, Abnou. Pas mieux. François. Pas mieux non plus. Alors vous gardez la parole, François. Votre parti pris, vous vous êtes penché sur l'efficacité des sanctions, sur la situation économique en Russie, et vous dites oui, Trump fait le job. Oui, c'est vrai. Pendant longtemps, ces sanctions n'ont pas fonctionné. On en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises ici, parce que la Russie avait la possibilité d'exporter ses hydrocarbures, le pétrole principalement, dans la contre-mondialisation, dirigée par la Chine avec le soutien de l'Inde qui a découvert le pétrole russe au moment de l'invasion ukrainienne. Du coup, la Russie en sortait plutôt bien. Et ça a même eu des effets pervers chez nous, en Europe, parce que ça a fait exploser les cours du gaz, et ça a été l'un des éléments qui a fait chuter la croissance et qui a provoqué des vagues de désindustrialisation, notamment en Allemagne, avec la chimie qui est partie aux États-Unis ou bien en Chine. Ça a changé. Deux phénomènes simultanés. D'abord, vous l'avez évoqué, la pression de Trump. Autant on peut lui reprocher d'être mou vis-à-vis de Poutine dans les discussions, négociations, etc. Et puis le fait qu'il malmène régulièrement l'Ukraine, autant sur le plan économique, il a fait le boulot, notamment vis-à-vis de l'Inde, à qui il a dit « Je ne baisserai mes tarifs prohibitifs qui frappent vos exportations sur mon territoire que si vous arrêtez d'acheter le pétrole russe », ce à quoi d'ailleurs l'Inde a finalement consenti. Même chose pour la Chine, toute cette nébuleuse de petites raffineries dans le Shandong notamment, qui échappe en partie aux directives pékinoises, a eu peur parce que la Chine a réussi à stabiliser péniblement ses relations économiques avec les États-Unis, elle ne veut pas aujourd'hui les compromettre. Même chose aussi côté français, où on a mis à mal un certain nombre de navires qui ont été arraisonnés, des navires de la flotte fantôme. Conséquence, le prix de l'assurance pour ces navires a explosé, 30%. Du trafic en moins à cause de la multiplication des primes, et le prix lui-même de l'Oural, c'est comme ça qu'on appelle le pétrole russe, a chuté sensiblement, puisque un baril se vend aujourd'hui $45 contre 67 pour un baril de Brent. Donc vous voyez que c'est très significatif. Du coup, des dizaines de navires pleins de pétrole russe sillonnent les mers à la recherche d'acquéreurs. Il y en aurait pour 130 millions de barils sur les mers aujourd'hui qui cherchent à être vendus. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. Tout ça fait moins d'argent pour la Russie. 500 millions de dollars par jour, alors que c'était plus d'1 milliard par jour à l'été 2022. Donc ça crée quand même une pression substantielle. D'où les difficultés croissantes à financer la guerre, d'autant plus que la croissance en Russie a ralenti, à la fois du fait de la lutte contre l'inflation, il a fallu terrasser le monstre, et puis des pénuries de ressources qui se multiplient. Tout ça pour arriver à la conclusion suivante, au fond, la pression la plus forte qui s'exerce sur Poutine aujourd'hui, elle vient de l'intérieur, avec la pression de l'économie, qui ralentit, et des ressources insuffisantes pour financer la guerre, et la pression de la démographie, parce qu'il n'y a plus assez de bras pour faire tourner les usines. Une pression de l'intérieur qui est certes bien relayée par Trump, probablement davantage que ne l'avait fait Biden. La Russie est dure au mal, mais vous dites elle est en vraie difficulté. Abnouz, votre parti pris international, alors vous avez regardé les Jeux Olympiques aussi, et vous dites décidément le triomphe italien se voit dans tous les secteurs. Mais oui, souvenez-vous, je ne m'en lasse pas, c'était le 22 septembre 2022, à 3 jours des élections italiennes qui allaient amener Giorgia Meloni au pouvoir, et l'hebdomadaire Stern titrait avec Meloni, la femme la plus dangereuse d'Europe. On en est très loin parce que c'est assez spectaculaire, et avant tout, la chose la plus spectaculaire avec Meloni, c'est la stabilité politique. Alors je vais vous donner un chiffre, l'Italie, c'est un pays qui depuis 1946 a connu 68 gouvernements, ce qui fait un gouvernement en moyenne tous les 14 mois. Aucun Premier ministre n'a encore achevé son mandat, ce sera peut-être le cas de Meloni, et elle est le 3e gouvernement le plus long de l'histoire républicaine italienne, juste après le gouvernement Berlusconi. Et c'est sur cette stabilité politique que repose tout
tout le reste. Ça fait vraiment, c'est parce qu'elle a réussi à imposer la stabilité politique que les marchés, les agences de notation, les partenaires internationaux ont sanctionné la réussite de Mélanie, ont permis le reste de s'installer. Alors, elle est à la tête d'une coalition, et ça quand même, je tenais à dire que comme Giorgia Meloni, dans un pays quand même encore très catholique, qui est une femme, a réussi à tenir et donc Fratelli d'Italia, son propre parti, la Lega de Matteo Salvini, qui est plutôt pro-Poutine, ce qu'elle n'a jamais été, elle a toujours été atlantiste, et après la mort de Berlusconi en juin 2023, elle a réussi à tenir cette coalition malgré tout. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement spectaculaire. La droite italienne, c'est un peu comme notre gauche française ici, quand même, vraiment une fâcheuse tendance à se tirer dans les pattes et à avoir beaucoup d'ego. Et c'est grâce à cette stabilité qu'elle a réussi sur le plan économique et financier, réduction du déficit public spectaculaire, 7,2% du PIB en 2022, 3,4% en 2025, chômage qui atteint son plus bas historique depuis 2004, 7,8 en 2022, 5,7 en 2025, 1,2 million de créations d'emplois. L'Italie est aujourd'hui la plus forte des grandes économies européennes post-Covid devant l'Espagne. C'est quand même pas rien. Elle a aussi, alors ça pour moi, ça, c'est sa grande réussite, c'est que d'ailleurs Mario Draghi a travailler avec elle la transition, donc c'est pas du tout quelqu'un de fermé. Le découplage énergétique qui avait été amorcé par Mario Draghi. En 2021, l'Italie a importé 29 milliards de mètres cubes de gaz russe, 40% de ses besoins. Eh bien, en 2024, le gaz russe a pratiquement cessé. Elle a réussi son coup. Pourquoi ? Parce qu'elle a signé avec l'Algérie, qui est devenue son premier fournisseur, et les importations de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui vient des États-Unis et du Qatar. Ça marche aussi en plein régime. L'immigration, c'était l'un de ses grandes promesses de campagne. Effectivement, en 2024, baisse de 58% grâce aux accords bilatéraux qu'elle a passés avec la Tunisie et avec la Libye, avec les centres de rétention où maintenant les immigrés illégaux peuvent rester pendant 18 mois, restrictions aux ONG de sauvetage en Méditerranée, accord Italie-Albanie, vous savez, ces fameux centres pour réfugiés qui vont être créés là-bas. Au point que Keir Starmer, Premier ministre anglais, s'est déplacé à Rome pour étudier ce qu'il appelle lui-même la méthode Meloni, et que l'Union européenne a largement repris l'approche dans son nouveau pacte migration et asile, dont la mise en place est prévue pour mi-2026. On en reparlera. Et évidemment, Meloni, c'est le pivot géopolitique de l'Occident. Elle est pro-Ukraine, elle a rassuré ainsi les Européens. Elle est proche de Trump, elle réussit à le calmer, tout en disant aux Européens ne soyez pas trop agressifs, et tout en allant négocier directement avec J.D. Vance et avec Poutine. Et elle réussit même à calmer les coups de poing sur la table de Viktor Orban. Donc elle fait un boulot en souterrain au niveau de l'Europe qui est aussi très impressionnant, mais et évidemment les JO, alors c'est un record, meilleure performance olympique hivernale de tous les temps, il reste encore une 50aine d'épreuves, donc ce n'est pas encore fini, mais évidemment tout n'est pas au beau fixe. Des JO réussis aussi. Ah, totalement réussis, alors que ce tout sont le monde des beaux Jeux olympiques. Et comme d'habitude, on a annoncé les espèces de pessimisme à l'occidental, que ça allait être un désastre, que rien n'était prêt. Effectivement, le Covid a fait prendre beaucoup de retard. Ça a été aussi le cas pendant les Jeux de Paris il y a 2 ans, et c'est extrêmement réussi. C'est des beaux jeux. Il y a de la neige en plus. Bon, ça n'empêche pas la neige artificielle. Mais enfin, il se passe quand même quelque chose. Et tout ça fait que, alors oui, les finances font pas tout. La croissance est anémique. La production industrielle est en baisse. La manufacture, ça ne va pas non plus. L'immigration a augmenté. Mais honnêtement, vu ce qu'on nous annonçait et au vu du résultat, moi je dis chapeau Mélanie. Voilà, effectivement, l'Italie, 2e nation au nombre de médailles en plus, chez elle, à domicile. Médaille de bronze pour le ski de fond. Ouais. Merci à vous 3 pour ces parties. Merci à vous de nous avoir suivis.